serai le président de tous les Sénégalais. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans votre émission de ménage. Remue Ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue Ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue Ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, Tous les intellectuels. avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Remue Ménage. Quelle analyse faire de la communication du pouvoir et de l'opposition au Sénégal? Est-elle adaptée aux préoccupations des populations? Comment instaurer une communication transparente pour éviter les manipulations sur les questions d'intérêt national? La question des per diem des journalistes posée par le CORED, quelle est la responsabilité des journalistes, des patrons de presse et des organisateurs d'événements? Pour débattre de ces questions d'actualité, Remue Ménage reçoit ce dimanche 28 août 2016 Patrice Correa, maître de conférence assimilé à l'UFR CRAC de Saint-Louis, docteur en sciences de l'information et de la communication, et Momar Thiam, docteur en communication politique, directeur du cabinet Conseil en stratégie de communication. Remue Ménage, dimanche 10h, 11h avec Alassane Samba Diop sur la radio de toute l'actualité, RFM. Dimanche 28 août 2016, bienvenue à tous. Avec nous, Patrice Correa, maître de conférence assimilé à l'UFR CRAC de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, docteur en sciences de l'information et de la communication, et Momar Thiam, docteur en communication politique, directeur du cabinet Conseil en stratégie de communication, ancien consul du Sénégal à Bordeaux et ancien aussi conseiller en communication du président Abdoulaye Wade. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Un fait a marqué les esprits vendredi dernier lors de la cérémonie sur la commémoration des porteurs de pancartes. Opposition et pouvoir se livrer une bataille d'opinion, chaque parti vantant les mérites de son camp. Alors, Momar Thiam, ces genres de faits, on les voit souvent. Alors, la communication politique est en question dans ce pays. Comment peut-on analyser aujourd'hui cette façon de faire et de communiquer? Merci Alassane, et je me réjouis d'avoir à côté de moi M. Patrice Correa, que je connais bien pour l'avoir fréquenté sur Bordeaux. Merci beaucoup Monsieur Thiam, par ailleurs ami. Bonjour à tout le monde. Vous posez une question de fond. Je crois que nous sommes d'abord en matière de contexte dans une époque où nous sommes tous plus ou moins pris par la communication. Un auteur important des sciences de l'information et de la communication parle de la société conquise par la communication, d'autres parlent d'explosion de la communication. Bref, nous sommes dans du tout communicationnel. Et donc, ce n'est pas dans l'espace politique qu'on va constater l'absence de la communication. Espace par excellence, par essence, comme il vient de le dire, de la communication, c'est-à-dire de la bataille d'idées, de la compétition de visibilité, de la stratégie, des techniques de prise de pouvoir, de conservation de pouvoir. On ne peut qu'être dans la surenchère et dans une communication qui explose dans l'espace public. C'est vrai, ce qui pose problème au Sénégal, comme il vient de le souligner, moi je crois que c'est une véritable connaissance des pratiques et une organisation des pratiques du point de vue des logiques, on va dire, de chaque acteur et des objectifs qui animent les acteurs. Quand je prends l'exemple de l'opposition par rapport au pouvoir, moi je considère que c'est très clair que le pouvoir, son axe principal devrait être une communication gouvernementale, une communication plus publique que politique, normalement, dans le principe. Par contre, l'opposition, sans doute, comme elle est dans son rôle, est, quant à elle, appelée à susciter un débat, à provoquer le pouvoir, à tester sa capacité à organiser la société et à atteindre des objectifs de société. Malheureusement, c'est là que je crois que les uns et les autres ne jouent pas suffisamment leur rôle. Le gouvernement a tendance à faire de la politique, la communication politique, même dans la gouverne, c'est-à-dire dans la gestion des intérêts de tout le monde, de tous les citoyens, tandis que l'opposition, malheureusement, ne construit pas suffisamment son argumentaire et ses idées, comme il le dit, pour provoquer le pouvoir et l'attendre sur des vrais sujets. Voilà. Maman parlait tantôt de suivi et évaluation. Souvent, il y a des grosses annonces qui sont faites, mais après, 3 mois après, on a l'impression que cette question a été complètement évacuée et remplacée par d'autres questions. Est-ce que c'est une stratégie qui est mise
mises en place ou bien c'est l'opinion qui ne demande pas des comptes? Moi, je suis un peu sévère avec nous-mêmes. Hein. J'ai tendance à dire que nous sommes dans une crise profonde de société où les élites sont davantage en crise que n'importe quel autre acteur et partie de la société. Et moi, je constate que, peut-être que je me trompe, mais je l'assume entièrement, que nous avons malheureusement affaire aujourd'hui à une élite politique qui manque terriblement de projets, qui manque terriblement d'idées, qui manque terriblement de vision, et qui fait que finalement, bon, aujourd'hui on balance quoi, la binationalité, après-demain on dit oui, un inspecteur des impôts qui ne fait pas dans le secret professionnel, et le jour suivant on parle de magistrat qui a été, comment dirais-je, viré, et ainsi de suite. Ça, ce ne sont pas des débats. Malheureusement, nous avons affaire à une classe politique, si on peut parler de classe politique, qui joue de ce type de jeu. Or, à mon avis, il y a, comme il le dit, pour faire du suivi, pour faire un débat démocratique sur des questions de fond, des sujets importants, mais qui demandent l'expertise, qui demandent la patience, l'analyse. C'est quoi? C'est la santé publique. C'est quoi? C'est l'emploi des jeunes. C'est quoi? C'est aujourd'hui les grandes priorités de l'État du Sénégal par rapport, on va dire, à la démographie, l'état civil. Ce sont ces questions-là qui, à mon avis, sont des questions de fond, mais qui ne sont pas traitées parce qu'on n'a pas le temps de la réflexion, on n'a pas le temps de la stratégie mûrie, et on n'a pas le temps de creuser les choses difficiles et complexes. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait comme dans l'agenda médiatique, une petite actualité, chasse une autre, et ainsi de suite, malheureusement. Alors justement, pourquoi ces questions de fond, quand elles sont posées, elles ne sont pas traitées de la façon la plus approfondie? On a l'impression que c'est des sujets qui passent, qui reviennent sur les tiroirs. Moi, je dis, pour rejoindre un peu ce que dit Patrice, je pense qu'il y a une double responsabilité. La première responsabilité, c'est la responsabilité des politiques, parce que les politiques sont là, ils sont élus pour conduire un programme, pour conduire une vision. Mais je suis désolé de dire, comme le dit Patrice, que dans ce pays, on a des hommes politiques, on a une nomenclature politique qui est plus dans le suivi de l'agenda médiatique, c'est-à-dire qu'on commente diversement les faits d'actualité par rapport à la titraille des journaux que des questions de fond. Est-ce qu'on a déjà vu des questions je veux dire, une communication autour des questions, par exemple, de l'emploi des jeunes, au-delà des structures qui sont créées, mais on ne pose pas réellement la problématique de l'emploi des jeunes, et qui touche même les jeunes qui sont à l'extérieur, qui sont pour la plupart des étudiants diplômés qui sont confrontés à la problématique du retour. Est-ce qu'on pose réellement la problématique, la question de la santé, sur des questions de fond? Est-ce qu'on pose réellement la problématique, si vous voulez même, de la culture qui participe au développement? On ne peut pas, je veux dire, communiquer sur des clichés et sur des effets d'agenda, c'est-à-dire un événement chasse un autre, après on n'en parle plus. Mais regardez la question, par exemple, des talibés. Mais une décision qui vient, je veux dire, de la première personnalité de ce pays, et au bout de quelques temps, on a l'impression que c'est relégué aux oubliettes, parce que tout simplement, vous avez des forces centrifuges, et je veux dire des forces extérieures, et que tout le monde connaît, qui se sont offusquées de cette question-là. Et la parole publique est décrédibilisée en ce moment-là, puisqu'on dit que le président recule. Mais c'est aussi de notre responsabilité, la société civile, les universitaires, les journalistes, de dénoncer cela. Et donc, je dis, il y a une double responsabilité, et de la presse, et des hommes politiques. Mais parlons par exemple de la question de Sonko. Mais Sonko est dans une double posture. C'est un éminent inspecteur des impôts, mais c'est aussi un redoutable homme politique. Pourquoi je dis un redoutable homme politique? Parce que je dis un Sonko, avec le regard d'expert en communication qu'on lui porte, mais on voit très bien que son discours est bien organisé et qu'il a même quelque part, et ça c'est les contours souterrains de son discours, un agenda médiatique bien huilé, mais parce qu'il veut faire comprendre exactement son argument et pourquoi il s'est engagé politiquement. Mais je vous dis, à chaque fois qu'il sort du bois, vous avez, je veux dire, la meute politique et notamment gouvernementale qui part dans tous les sens. Derrière, il n'y a pas de stratégie organisée pour pouvoir lui répondre de manière experte, parce que c'est quand même un expert. C'est pas n'importe qui peut lui répondre. Il faut lui répondre avec des arguments de fond et posés sur la table. Et que la presse puisse reprendre cela. Mais on est toujours dans le domaine du sensationnel. Je veux dire, il faut le liquider, il faut le sanctionner, il faut ceci, il faut cela. Il pose des questions de fond. Mais amenons-le sur des questions de fond en termes de réponse. Vous prenez d'autres cas qui sont par exemple, ça c'est une question qui m'est chère, la problématique du retour des étudiants à l'étranger. La plupart, ils sont confrontés à cette problématique parce que tout simplement, on leur dit depuis Dakar,
ne rentrez pas parce qu'il n'y a pas de travail au Sénégal. Mais quand on dit qu'il n'y a pas de travail au Sénégal, que ça devienne même un slogan, mais le gouvernement, à la limite, devrait surfer sur cette question-là et poser, je veux dire, les fondements d'une politique d'insertion professionnelle de ces jeunes, même si on sait que c'est l'État qui ne donne pas du travail, mais l'État peut mettre en place des mesures incitatives pour l'emploi et faire comprendre à ces jeunes-là qu'il serait même mieux au pays que de rester à l'étranger. On en a un exemple, M. Patrice Correa qui est là. Il avait 1000 chances de rester à Bordeaux et d'enseigner à Bordeaux, mais il a choisi de rentrer au Sénégal. Et c'est ces questions-là, on ne les pose jamais. On est toujours dans le fait divers politique. Mais justement, pourquoi aujourd'hui ces questions sont vite évacuées? Parce que, comme il a dit, Sonko et Abdoul Mbaye posent des questions de fond concernant la gestion du pétrole, concernant la gestion des impôts au Sénégal. Il a fallu que Sonko sorte son communiqué pour que l'Assemblée nationale se conforme quelque part au retard qu'elle avait par rapport aux impôts. Mais pourquoi ces questions-là, l'opposition dite classique, ne s'empare pas pour les poser de façon claire et qu'il y ait des réponses claires parce que c'est qu'attendent les Sénégalais? En perte de vitesse. En perte de vitesse, une opposition en perte de vitesse totale. J'ai un ami que lui, il connaît très bien, brillant enseignant-chercheur à l'UGB, Maurice Soudiak-Dione, qui a récemment fait un papier où il parlait de la question de la binationalité, après avoir posé profondément le débat sous l'angle de la science politique, de la philosophie politique, et on va dire de la tradition politique du Sénégal, en citant les hommes qui ont contribué à faire de ce pays-là ce qu'il est, commence à dénoncer, à critiquer ouvertement et vertement, disant attention, il n'est pas question que des hommes politiques en perte de vitesse se permettent d'instrumentaliser la question de la nationalité. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça, c'est moi qui parle, hein, mais j'ai bien compris son papier. Il était en train de nous dire, regardez ce qui s'est passé juste à côté. 10 ans de guerre en Côte d'Ivoire, parce que simplement on a manipulé la question de la nationalité. Attention, on n'a pas vu venir peut-être Abdoul Mbaye, on n'a pas vu peut-être venir Ousmane Sonko. Et cela démontre encore une fois que notre opposition, qui a fonctionné pendant plus de 40 ans, on va dire, avec les mêmes recettes, avec les mêmes mécanismes, avec un non-renouvellement des agendas, des idées et même des générations, mais a du mal aujourd'hui à véritablement impulser un débat qui puisse intéresser les Sénégalais. Et quand donc vous avez des hommes politiques qui, entre guillemets, nouvelle génération, arrivent avec un autre œil, avec une autre façon de faire, en tout cas, tentant de faire un peu dans la nouveauté, eh bien ça pose problème. Absolument. Eh bien ça gêne. Et donc là, je crois que c'est là que l'opposition classique est complètement dépassée par ces acteurs qui arrivent et qui proposent autrement. L'expertise, il l'a dit tout à l'heure, c'est ça qui fait la différence. Et quand je dis que nous sommes en face d'une élite politique qui malheureusement est en crise, c'est que nous avons en face de nous des hommes et des femmes qui n'ont pas suffisamment d'expertise. Ils n'ont pas travaillé sur des dossiers pendant longtemps. Ils n'ont pas produit, ils n'ont pas écrit, ils n'ont pas fait des enquêtes, ils n'ont pas suivi des faits et des événements. Par rapport à quoi ils peuvent proposer une offre politique. Et je crois que c'est là que peut-être les deux autres sont en train de faire la différence. Est-ce que ce n'est pas la faute à ceux-là qui se disent intellectuels aujourd'hui, qui disent qu'ils ne font pas de la politique, mais comme la nature a horreur du vide, ceux qui sont là s'y mettent. Et ils sont surpris aujourd'hui qu'ils soient dirigés par ces gens qui jugent, entre guillemets, pas compétents. Mais c'est la raison pour laquelle je suis tout à fait en phase avec ce que dit Patrice. C'est une responsabilité globale. Mais, je veux dire, les hommes politiques qui sont là, qui sont élus par le peuple, ont cette première responsabilité-là. Mais je vous donne un exemple. Quand un pays aujourd'hui, tout le monde le sait, l'exemple des États-Unis, l'exemple de la France, nous le demandons tous les jours, quelque part cela se gère quand même comme on gère une entreprise. Une entreprise, vous avez des employés, vous avez des produits, vous avez des marques, vous avez aussi une ligne de conduite, vous avez une politique globale et des politiques spécifiques. Mais quand un Premier ministre va devant l'Assemblée nationale et pose la question de la politique générale, c'est que ce Premier ministre, il décline des axes de réflexion, il décline des axes de travail pour conduire sa politique. Et dans ces axes-là, vous avez l'emploi, vous avez la santé, vous avez la culture, vous avez le tourisme, vous avez tout ce qu'il faut. Mais je veux dire, à partir du moment où il sort de l'hémicycle, moi l'impression que j'ai, c'est que cela est relégué aux oubliettes pour la bonne simple raison, c'est que même ce Premier ministre, il est victime de l'agenda médiatique. C'est-à-dire, il suit ce que dit la meute et qui est conduit quelque part par les médias. Donc, il y a une responsabilité des médias. Absolument. La deuxième chose, quand on parle de communication politique, on pense forcément aux conseillers en communication qui sont autour des hommes politiques. Moi, j'en ai fait l'expérience.
Et l'expérience que j'en ai fait pendant 2 ans auprès de Abdoulaye Wade m'a conduit à cette réflexion. Et je l'ai même dit au président Wade au moment, je crois que c'est en 2008, quand il a fallu trouver un autre conseiller en communication où Bamba Ndiaye était choisi. J'avais dit au président à Paris que la fonction même de conseiller en communication du président de la République devait déconnecter même de la sphère présidentielle, c'est-à-dire du palais. Parce qu'un conseiller en communication, il doit avoir un œil extérieur et ne pas être acteur et réceptacle. Vous ne pouvez pas être ministre conseiller du président de la République et vouloir défendre quelquefois des dossiers en termes de communication qui ne sont pas défendables. Et donc, vous suivez forcément la ligne présidentielle. Et de l'extérieur, les gens qui vous regardent et qui vous suivent se disent, mais c'est pas possible. C'est plus un homme politique qu'un expert. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a un papier qui a été signé par un de vos confrères qui signe le piroguier, d'ailleurs, dans le journal en ligne Dakar Matin, pour ne pas le citer, qui parlait justement de ces conseillers en communication qui sont plus dans l'énonciation que dans la praxis. Quand on dit praxis, c'est la pratique communicationnelle. Cela demande quand même une expertise. Alors que pour la plupart, les conseillers en communication, ce sont des journalistes que j'aime bien, mais qui sont plus, si vous voulez, dans la relation médiatique, dans la relation avec la presse, que dans la construction de véritables stratégies qui demandent quand même des réflexions de fond, avec un agenda, avec un suivi, avec une évaluation. Et donc, le problème aussi, il est là. À partir du moment où le conseiller en communication du président de la République est toujours logé au palais, il devient acteur et réceptacle. Il ne peut pas appréhender certaines questions sous l'œil expert et pouvoir faire des préconisations. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, que vous voyez aux États-Unis et plus récemment en France sous Nicolas Sarkozy, il y avait des cabinets qui étaient spécialisés sur la communication politique du gouvernement et même du président, et qui étaient de l'extérieur et qui regardaient la société, qui écoutaient les bruits de fond et qui comprenaient les mots avec lesquels les citoyens dénonçaient certaines choses ou étaient en manque de certaines choses et pouvoir les traduire avec un langage qui est accessible. Et malheureusement, c'est ce qui n'existe pas au Sénégal. Et je pense que ce poste-là, il faut le déconnecter justement de l'espace présidentiel. Il a posé un point de fond en parlant aussi de la responsabilité de la presse dans cette histoire de communication avec les populations. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est par là la faiblesse de la presse, composée aussi, des fois, des gens qui n'ont absolument rien à voir avec la profession? Absolument. Vous savez, nous sommes dans un pays où nous n'avons que la presse que nous méritons, que les universitaires que nous méritons, que les hommes politiques que nous méritons. Je crois qu'un pays doit avoir de l'ambition. Et malheureusement, il me semble que le Sénégal est en train de perdre en ambition. Parce que les grands hommes qui ont véritablement posé les jalons de la construction de ce pays, en particulier les Cheikh Anta Diop, les Léopold Sédar Senghor et les Lamine Gueye et tous les autres, avaient une grande idée de ce que c'est qu'un pays et d'une nation. Et ces gens-là visaient haut, c'est-à-dire ils avaient des tendances maximalistes et ils voulaient sortir du Sénégal, aller comment dirais-je, à travers le monde en passant par l'Afrique, mobiliser et montrer que l'Afrique elle est grande, le Sénégal il est grand. Aujourd'hui malheureusement, je crois que nous sommes rattrapés par cette sorte de comment dirais-je de rupture avec ce que je me permets d'appeler des pères fondateurs qui avaient des tendances maximalistes. Les gens visaient haut. Ils voulaient des choses belles, grandes et des choses dignes. Aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est quoi? C'est que dans ce pays-là, on a tout bradé, on veut tout faire dans la facilité, dans la rapidité, dans l'instantanéité. Ce n'est pas possible. Un pays, ça se construit dans la durée, avec la temporalité qui va avec, pour que sa solidité soit une solidité qui puisse permettre aux générations à venir de trouver quelque chose et de se sentir bien à l'aise. Ce dont il est question aujourd'hui, c'est que nos journalistes, malheureusement, à l'image de nos politiques, mais ils ont envie d'être journalistes 2-3 jours, puis après devenir conseiller du président ou de tel ministre, et puis après commencer à rouler en 4x4, c'est peut-être légitime. Il faut que les gens aient des ambitions, d'accord, mais il faut prendre le temps du travail qu'il faut pour aider, je crois, le métier à se structurer. D'autant plus que nous avons affaire à l'un des champs qui sont les moins structurés. Attention, nous avons affaire ici au journalisme dont nous connaissons l'histoire. Nous savons que c'est un métier qui est relativement ouvert, où beaucoup de personnes s'invitent. Certains en tout cas qui ont le tact et la passion restent, apprennent sur le tas et deviennent des journalistes de très haut niveau, connus et reconnus à travers le monde. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et ce dont il est question au Sénégal, ce qu'on constate depuis un certain nombre d'années, en tout cas moi ce que j'observe, c'est que ceux qui sont considérés comme étant les journalistes les plus expérimentés, ceux qui sont considérés comme étant les professionnels les plus chevronnés sont partis. Ils sont sous d'autres dossiers professionnels et ils ont laissé le terrain à des gens qui sont peut-être moins bien formés ou qui n'ont pas encore l'expérience nécessaire pour continuer à structurer le métier. Et pire,
ils ont laissé les portes ouvertes à d'autres acteurs qui n'ont rien à voir avec le journalisme, et c'est ça le danger qui nous a rattrapés. Aujourd'hui, l'animation de l'espace public sénégalais souffre d'une crise terrible, parce que ceux qui sont censés ouvrir le débat, moi encore, à mon avis, encore une fois, sont des gens qui malheureusement n'ont pas les idées et les paniers qu'il faut pour proposer les débats de fond. Ensuite, ceux qui sont censés se confronter, c'est-à-dire les hommes politiques, malheureusement, sont encore plus dans la crise. C'est-à-dire que là encore, nous avons affaire malheureusement à des gens qui n'ont pas, on va dire, de projet, qui n'ont pas d'idées et qui n'ont pas d'ambition pour ce pays-là. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas une crise dans tous les secteurs mais je pense que ça va même plus loin par rapport à la question des journalistes. Moi, je dirige une école de journalisme et des métiers de la communication, et j'en sais quelque chose. Aujourd'hui, quand vous avez un jeune qui vient, par exemple, faire des études de journalisme, quand vous posez la question de savoir pourquoi vous voulez faire du journalisme, il vous dit, écoutez, j'aime bien le journalisme. Et pourtant, certains m'ont dit, mais pourquoi tu fais journaliste? C'est parce que les journalistes sont décrédibilisés dans ce pays. C'est pas un métier. Cela vous montre à quel point, je veux dire, la réputation aujourd'hui de ce métier est un peu, je veux dire, bazardée. Mais cela dit, comme le dit Patrice, on a de grands journalistes dans ce pays, mais qui ont franchi des étapes. Mais vous en êtes une illustration, vous avez été journaliste. Tout à l'heure, je vous reprochais pourquoi vous ne faites plus de terrain. Mais vous avez fait du terrain pendant un moment, jusqu'à arriver à la direction aujourd'hui de la radio RFM. Je veux dire, vous avez un vécu. Mais la plupart des journalistes aujourd'hui n'ont pas de vécu, justement, de terrain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce qui manque aux journalistes aujourd'hui, et qui fait que, justement, on a des failles dans l'animation de l'espace public, c'est que les journalistes ne sont plus spécialisés. Un journaliste ne peut pas être expert des questions judiciaires, des questions politiques, des questions faits divers, des questions ceci, des questions cela. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le débat politique dans l'espace public et politique, n'est pas souvent expert, parce que tout simplement, des journalistes experts, on en a très peu. On a plus des animateurs, si je puis m'exprimer ainsi, pardon pour les collègues, que de véritables journalistes formés et spécialisés. Vous ne pouvez pas organiser une question de fond sur la CMU, par exemple, la couverture de maladie universelle, qui aujourd'hui bat de l'aile, ou même le plan Sésame, et ne pas se doter d'un journaliste, ou je veux dire d'un animateur, qui au moins a un vécu au niveau des hôpitaux, au niveau de la santé, et qui peut en parler avec des faits qui sont réels. Vous ne pouvez pas parler, par exemple, de l'éducation, ou parler même de la formation supérieure, si vous n'avez pas un journaliste qui peut animer le débat, je veux dire, qui a fait ce cheminement-là universitaire, qui connaît les véritables questions auxquelles sont confrontés les étudiants et les universitaires. Mais donc ce sera des questions, si vous voulez, des questions à l'emporte-pièce. C'est des questions qui sont plus liées à l'actualité brûlante, parce que le syndicat a fait ceci, le syndicat a fait cela, mais des questions de fond, on ne les pose jamais. Je disais à un de mes étudiants, pourquoi on n'enseigne pas, par exemple, je ne sais pas moi, les fondements économiques du mouridisme, par exemple, dans le programme. Pourquoi on n'enseigne pas les fondements, je ne sais pas, du travail de Cheikh Omar Foutiyou Tall? Pourquoi on n'enseigne pas les fondements de toutes ces illustres personnes quand même, qui ont contribué à façonner quand même l'image de ce pays? Mais parce que tout simplement, on n'a pas des experts, on a des experts, mais qui travaillent plus à l'extérieur qu'au Sénégal, parce qu'on ne leur donne pas l'occasion justement de faire étalage de cette expertise-là dans leur pays. Et c'est là où le bas blesse. C'est pour ça que je dis qu'il y a une responsabilité autant des médias, mais aussi des décideurs de ce pays. Oui, mais justement, il y a le code de la presse qui a été mis en place en 2012, consensuel par Abdoulaye Wade, mais la cristallisation semble se faire sur la dépénalisation. On n'arrive pas à avancer. Là où le Togo a dépénalisé, la Mauritanie, le Niger, est-ce qu'il n'y a pas une mauvaise volonté de mettre en place ce code pour justement travailler à nettoyer la profession? Franchement, je ne sais pas si je suis le mieux placé pour parler de cette question-là, mais une chose est sûre, c'est que je crois que des textes, on n'en trouvera jamais des textes aussi, on va dire des textes aussi, il n'y a pas de texte, on va dire, qui ne soit pas, on va dire, de texte parfait. On n'en trouve pas. Justement, il faut avoir des textes perfectibles. Il faut cheminer, il faut expérimenter et voir comment évoluer. Mais là, nous sommes dans une situation qui est très inconfortable pour les uns et les autres. Parce que de la même façon que les journalistes veulent qu'on assainisse le secteur, eh bien de la même façon qu'on veut clarifier et qu'on veut que l'on sache qui est journaliste, qui ne l'est pas, et que l'on puisse mettre les gens dans des conditions de travail correctes,
eh bien, de la même façon, on se cristallise en disant que oui, il y a un point sur lequel il faudrait bien qu'on avance parce que, etc. Là, la dépénalisation ou déprisonnalisation, moi je crois que c'est pas la question de fond. Les questions de fond ont été réglées. Et donc c'est, pour moi, pour l'essentiel, il faudrait passer véritablement et expérimenter, voir ce que ça va donner. Mais comme vous l'avez soulevé, vous soulevez une question qui est importante, d'autant plus qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi jusqu'à présent, on ne peut pas franchir le pas et voter une bonne fois pour toute cette loi. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, dans ce secteur, il y a beaucoup d'acteurs qui peut-être font, on va dire, ils font du bien à des acteurs politiques. Ils n'ont pas intérêt aussi, ils n'ont pas intérêt à voir le secteur, on va dire, professionnalisé, nettoyé, parce qu'ils ont des enjeux à gérer, ils ont des intérêts à gérer, et qu'ils ont deux hommes à l'intérieur du système qu'ils considèrent comme étant leur relais, leur journaliste. Donc malheureusement, nous sommes encore là. Tout à l'heure, on discutait ce que l'on peut considérer comme étant un jeu de dupes. Un jeu de dupes, c'est un jeu à somme nulle. Personne n'y gagne. Absolument. Voilà. Et dans cette histoire, les citoyens se plaignent tout le temps d'être dans une situation difficile. C'est-à-dire, les citoyens se plaignent aujourd'hui de la qualité de ce qu'il leur est donné. Mais pour être en droite ligne de ce que disait tout à l'heure Patrice, mais comment vous pouvez expliquer aujourd'hui que justement ce code de la presse traîne en longueur pour son adoption? Mais parce que tout simplement, il y a des intérêts en jeu. Les intérêts sont en jeu parce que tout simplement, vous avez des acteurs dans la presse qui sont dans la presse pas pour gagner de l'argent, pas pour faire de la presse, c'est-à-dire faire de l'information, mais plutôt faire des affaires ou faire du lobbying ou être un groupe de pression. Mais comment vous expliquez aujourd'hui que les journaux passent de 200 ou de 500 francs, arrivent à 100 francs et que tout le monde dit que l'industrie de la presse n'est pas rentable du tout, au contraire, et que les journaux se démultiplient. Et quelquefois même, vous avez des hommes d'affaires qui se battent pour acquérir un journal ou acquérir une radio. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce n'est pas réellement pour faire du journalisme, c'est plutôt pour faire des affaires ou être une force de frappe quelque part contre le pouvoir et pouvoir être entendu. Et je pense que c'est aux journalistes aussi, la profession, de prendre ses responsabilités. Bon, effectivement, le gouvernement, c'est-à-dire la puissance publique, sera là pour légiférer. Mais il faut y aller par étapes. Parce que je veux dire, aujourd'hui, avec l'entrée de la presse en ligne, forcément, les donnes changent. Et comme dit Patrice, il faut y aller par strates. La question de fond, ce n'est pas la question, je veux dire, la dépénalisation des délits de presse. Pour moi, la question de fond, c'est la question de la formation et de la responsabilité des journalistes devant les faits de société et devant les acteurs qui font la société. Comment faire un journalisme éducatif? C'est-à-dire que quand on lit un journal, on est informé, on est éduqué, on comprend comment marche le pays. Mais pas quand on lit un journal, on regarde tout de suite ce qu'on dit sur l'autre, ou les invectives, ou les calomnies, ou les insultes. Je pense que la question de fond, elle est là. Et je pense que le CORED, quand même, devrait, je veux dire, pas mettre la pression, mais je veux dire, avoir un engagement assez organisé au niveau de l'espace public et dire, voilà, et on signe, on décrète la fin de la récréation. S'il faut cette question de dépénalisation, on le met à côté. Mais sur les questions de fond, si on est d'accord, et puis qu'on vote cela et qu'on avance. Le CORED a posé le débat la semaine dernière, c'est par rapport au perdium. Et le CORED pose la responsabilité des patrons de presse, des journalistes et des organisateurs d'événements par rapport à certains journalistes qui se font fabriquer même des cartes de presse, qui vont dans des séminaires ou bien qui se réveillent le matin, qui ont l'agenda de l'APS pour aller faire le tour des hôtels pour se positionner à chercher des périodes. Merci beaucoup. Moi, j'ai eu l'honneur d'être invité à cet atelier et je crois que si le code avait été voté, on aurait peut-être déjà des débuts de solutions. On commencerait à trier et à séparer le bon gré de livret. Malheureusement, le code n'étant toujours pas voté, eh bien, nous nous retrouvons dans une situation où on ne sait pas qui est journaliste. Et donc, forcément, on se retrouve dans une situation où tout est mélangé et les gens se présentent comme journalistes sans pour autant que l'on puisse leur dire vous n'êtes pas journaliste. Je disais tout à l'heure que c'est une profession ouverte. Et justement, la spécificité de cette profession est telle que les acteurs qui ont la première responsabilité, d'abord la puissance publique comme il dit, puis les professionnels qui sont dans ce métier et leurs partenaires, devraient faire en sorte que ce secteur soit verrouillé et que l'on puisse savoir qui est professionnel et qui ne l'est pas. Pour en revenir à la question des perdièmes, vous savez, moi j'ai analysé cette question-là sous l'angle du don et du contre-don.
de Marcel Beauce. Et quand on regarde la question sous cet angle-là, j'ai fait exprès pour l'englober dans quelque chose de plus global, parce que pour moi c'est un phénomène total, un phénomène global, un phénomène social. Et donc qui dit don, dit forcément contre-don, parce que le don appelle le don. Et quand vous êtes dans un jeu de don et de contre-don, vous êtes à la fois dans l'émotion, dans l'obligation de retour, vous êtes, on va dire, dans le jeu d'influence, soit vous influez, soit on influe sur vous, et que sais-je encore. Donc malheureusement, le journaliste qui entre dans le jeu du don et contre-don par le biais des perdièmes est en train de jouer sur l'émotion, sur la relation amicale fraternelle, sur, on va dire, les positions de faiblesse ou de puissance, et ainsi de suite. Quand on sait que nous sommes dans un espace public que j'appelle espace public de proximité et de promiscuité, eh bien, vous allez avoir affaire à quelqu'un qui vous donne et qui, demain, fait l'objet d'un papier, par rapport à quoi vous ne pouvez pas dire toute la vérité. Parce que vous-même, vous allez vous sentir redevable de quelque chose vis-à-vis de la personne. Et donc, le journaliste qui accepte les perdièmes, il accepte lui-même de scier la branche sur laquelle il est assis. Mais en ce moment, quelle est la responsabilité des maisons de presse, des patrons de presse qui envoient ces journalistes sur le terrain? Mais je veux dire, avant d'arriver à la responsable des maisons de presse, je vais aller plus loin même par rapport à l'analyse de Patrice. Je veux dire, quand il parle de proximité, moi je vais même plus loin, je parle de proximité relationnelle. On est dans un pays où nos propres codes socioculturels font que quand quelqu'un vous tend la main, vous êtes redevable. Alors, a fortiori, quand quelqu'un vous donne de l'argent, on vous donne quelque chose. Et tout le monde sait ici, vous demandez aux patrons des entreprises, vous demandez aux patrons même des entreprises publiques, quand ils doivent faire une conférence de presse, la première chose à laquelle ils pensent, il faut donner quelque chose aux journalistes. Mais je veux dire, cette phrase qui consiste à dire, il faut donner quelque chose aux journalistes, ça veut dire que les journalistes à qui on donne, ils sont redevables. Parce qu'on est au Sénégal. Cette proximité relationnelle aidant se crée en même temps une proximité, je veux dire, professionnelle. Mais professionnelle qui est phagocytée par l'argent. Alors, celui qui donne peu, on saura qui donne peu. Celui qui donne beaucoup, il verra beaucoup de journalistes. Et le danger, il est là. Et aujourd'hui, le code de la presse devrait, je veux dire, s'affranchir, à mon avis, de cette question des perdièmes. Et à la limite, retourner à l'orthodoxie, voir ce qui se fait réellement dans les grandes démocraties pour sauvegarder cette profession. Il y va la sauvegarde de la profession de journaliste dans ce pays. On a toujours d'éminents journalistes. Et je dis même que ces journalistes même qui n'ont pas été formés et qui sont dans les rédactions, moi j'en rencontre plusieurs qui veulent être formés. Parce qu'ils se rendent compte quand même qu'il y a un vide derrière en termes de formation. Et que pour se positionner professionnellement dans leur structure, ils veulent avoir un diplôme, avoir un master ou avoir une licence en journalisme et se former davantage. Et je pense que la question de fond, elle est là. La formation. Et reléguer, je veux dire, en second plan, c'est la question de ces perdièmes. Et regarder ce qui se fait dans les démocraties avancées. Avancées, je dis bien avancées, en termes de journalisme, en termes de, je veux dire, de rétribution financière pour les journalistes. Et que ce soit le Correct ou une autre organisation journaliste qui puisse régler cela. Mais pas, je veux dire, les annonceurs qui vous disent, vous venez parce que je fais une manifestation, je vous donne le ticket pour prendre le bus ou je prends le taxi. S'il donne 1000 francs, on dit lui il donne 1000 francs, l'autre il donne 500 francs ou il donne 5000 francs. Et là, on vous range dans des catégories. Le danger, il est là. Mais justement, quel est le danger de cette façon de faire aujourd'hui au Sénégal? Parce qu'aujourd'hui, la presse est dans une crise qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est plus une question seulement des journalistes, c'est une question sociétale. Oui, je suis d'accord. Le danger, c'est quoi? C'est d'abord la fin, mais je ne suis pas un prophète, moi, des fins. La fin du journalisme, non, on ne va pas arriver heureusement à la fin du journalisme. Parce que tous ceux qui ont annoncé des fins se sont vite rattrapés par la réalité. Non, mais c'est davantage la crise et de la crise encore. Parce que qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous avons en face de nous une réalité qui, effectivement, a pénétré toutes les sphères de la société. Vous allez dans les universités, vous allez dans les structures de santé, dans nos administrations, le champ politique, j'en parle même pas. Partout, la corruption, elle est présente. Mais moi, ce que j'appelle la confusion des sphères, c'est ça qui, à mon avis, ne facilite pas les choses. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où l'on pense que tout ce qui est socioculture doit être appliqué et vécu partout. Non, comme il dit, le champ professionnel est un champ professionnel. Il y a des objectifs professionnels. Exact. Il faut les atteindre, c'est tout. Ce n'est pas une question de proximité culturelle ou culturelle. Ce n'est pas une question d'amitié. C'est une question d'atteindre des objectifs dans le respect des règles professionnelles rigoureusement définies. Malheureusement, j'ai comme l'impression que dans notre pays-là, partout où il y a du travail, eh bien, on pense que c'est la vie de tous les jours qui se prolonge, la vie familiale
familiale, la vie entre les amis de classe d'âge, etc. Ça ne facilite pas la vie. Et donc, quand nous avons toutes les pratiques qui sont dans des sphères bien spécifiques, qui sont importées dans d'autres sphères, on est dans la confusion des genres. Et malheureusement, ça ne nous permet pas d'avancer dans le monde professionnel, dans le monde politique, dans l'administration et dans d'autres sphères. Le danger que nous courons, nous tous, c'est que si nous ne faisons pas un travail de fond, ce que j'appelle un projet de société globale sur la question de la corruption, eh bien, nous courons tous vers notre mort collective. Bien entendu, ça, vous le voyez autour de nous, tous les jours, sur les routes. Nos hommes, comment dirais-je, de loi étant corrompus, nous voyons quel type de véhicules circulent sur nos routes. Nous voyons quel type de chauffard nous avons sur les routes. Nous avons les accidents les plus terriblement mortels. Et qu'est-ce que ça donne au résultat? Eh bien, rebolote tous les jours. On s'apitoie sur nos sorts, 2 secondes, et après, rebolote et on reprend. Voilà, c'est ça la mort collective. Est-ce qu'il y a un autre national qu'il faut faire, comme l'a préconisé Serigne Mor Mbaye? Je ne sais pas s'il faut réunir les Sénégalais, je ne sais pas, dans un grand stade, pour définir qu'est-ce qu'on veut faire. Mais qu'est-ce qu'on veut faire? Il faut d'abord, dans chaque chose, il faut savoir l'analyser. Même en matière de communication, quand une question se pose, il y a ce qu'on appelle l'analyse de l'existant. Aujourd'hui, quand on fait l'analyse de l'existant au Sénégal, mais je suis désolé, on tombe justement sur ces travers que décrit Patrice tout à l'heure. Ce qui manque dans ce pays, c'est l'affirmation d'une puissance publique. Je suis tellement d'accord. C'est l'affirmation d'une puissance publique. L'affirmation d'une puissance publique, ce n'est pas dire et se dédire. Ce n'est pas prendre une décision, même si cela fait mal, même si certaines catégories se sentent lésées, et retourner en arrière, rétro-pédaler. L'affirmation sur une puissance publique, c'est avoir des objectifs clairs et une vision, et s'en tenir à cette vision-là. Je donne l'exemple tout à l'heure quand j'écoutais M. Alain Juppé qui parlait justement de son programme pour la France, parce qu'il compétit pour les primaires de la droite aussi en France. Et M. Jean-Pierre Elkabbach, je lui posais la question de savoir, mais pourquoi vous voulez faire 5 ans? Mais il lui répond, parce que tout simplement, ce que je vais faire, je vais le dire, c'est un pacte que je vais signer avec les Français. Et quoi que cela me coûtera en termes d'impopularité, mais je le ferai parce que j'estime, et j'en ai discuté avec les autres, parce qu'il fait dans la co-construction, ce qu'on appelle la co-construction du programme, avec toutes les franges de la société, et nous pensons que c'est ce qui est bien pour la France. Quitte à ce que ça fasse mal à certains, mais il faudra le faire. Et ça, j'aurai besoin de 5 ans pour le faire. Et après, je m'en irai. Mais sauf qu'en France, il n'y a pas de confrérie qui freinent... mais en France, il n'y a pas de confrérie. Vous avez aussi d'autres forces. Oui. Vous avez d'autres forces. Vous avez les syndicats qui sont très, très puissants. Et M. Hollande en sait quelque chose. Et regardez aujourd'hui ce qui se passe avec les questions d'insécurité et les maires français qui vont à l'encontre de la décision du Conseil d'État concernant le Burkini. Imaginez au Sénégal que cette question-là soit tranchée par la justice, la plus haute justice de ce pays. Et que des maires disent, nous on ne le fait pas. Mais où est la puissance publique? Et donc, je dis, la question de fond, en termes de diagnostic dans notre pays, nous ramène toujours à l'impuissance publique. Tout à fait. C'est l'impuissance publique qui explique tout cela. C'est-à-dire qu'on prend une décision et on rétropédale. On dit, on va ramasser, bon, excusez-moi du terme, on va aller chercher les enfants de la rue, et le lendemain, on laisse tomber. On dit, voilà, il y a des bus qui sont tombés, les tatas, parce que les gens s'accrochent. Au bout de 2 jours, on laisse tomber. Les jeunes font des accidents terribles avec des scooters, parce qu'ils ne portent pas de casque. On prend des décisions, ça prend 2-3 jours, et puis on n'en parle plus. Ce pauvre policier qui avale sa contravention. Mais je veux dire, tous les Sénégalais, tous les automobilistes savent que cette question est là et demeure. Mais pourquoi il y a une incapacité à faire appliquer la loi dans ce pays? Est-ce que c'est dû quelque part aujourd'hui à des lobbies, à des arrangements, ou bien aux politiques qui attendent aujourd'hui des dividendes aussi de certains groupes de pression? Il y a des lobbies partout, dans toutes les sociétés, comme il vient de le dire, et partout où il y a de la politique, sans doute, il y a ces jeux de force, comment dirais-je, entre les différentes catégories qui gèrent des intérêts. Mais là n'est pas le problème. À chacun son métier. Quand on décide de faire de la politique, moi j'ai l'habitude de dire, je ne suis pas politique, mais j'ai l'habitude de dire, il faut avoir 2 choses. Enfin, 3. Il faut avoir 1, de l'intelligence, 2, du courage, 3, de la générosité. Peut-être qu'ils ont de la générosité, j'en sais rien, j'y crois pas. Peut-être qu'ils ont de l'intelligence, j'en sais rien. Oui, peut-être. Mais du courage, je crois qu'on manque terriblement dans ce pays-là.
d'hommes politiques qui ait du courage. Pourquoi? Comme il dit. Pourquoi? C'est dû à quoi? C'est dû à l'éducation des hommes politiques, ou c'est dû à le compromis qu'ils font avec certaines forces pour arriver au pouvoir? Parce qu'aussi, les confrères qui sont là au Sénégal, disons-le clairement, c'est aussi des bassins électoraux. Oui, mais on a vu au Sénégal des hommes et des femmes qui ont eu du courage. On a eu Mamadou Dia. On a eu... Qui a été évincé aussi par ses... Oui, tout à fait. Mais il a accepté de jouer le jeu. On a eu des hommes comme... Senghor avait et son courage et son intelligence, et il jouait avec les deux et il arrivait à faire des choses. Mais je crois que quand on décide de faire un métier, on analyse... Si jamais la politique était un métier, on analyse froidement, on regarde les avantages qu'il y a, les inconvénients, les risques qu'on court, et puis on décide de faire ou de ne pas faire. Moi, je crois que pour faire de la politique, il faut avoir du courage, parce qu'on conduit des intérêts, mais des intérêts publics, des intérêts collectifs qui heurtent des intérêts, on va dire, de groupes et de personnes. Mais est-ce qu'il ne faut pas réformer, comme certains le préconisent au Sénégal, de faire au Sénégal un seul mandat? Mais un seul mandat, mais regardez, Alassane, au Sénégal... Pour éviter de calculer le deuxième mandat, une fois qu'on est élu, l'objectif premier, je pèse mes mots, ce n'est pas de conduire une politique bien structurée et bien organisée. L'objectif premier, c'est de chercher à être réélu. Mais je veux dire, dans un pays, nom de Dieu, si le lendemain de votre élection, votre objectif c'est de chercher à être réélu, vous n'avez pas les mêmes préoccupations que les populations, vous n'avez pas les mêmes préoccupations que les citoyens. Et donc, même toute votre communication, pour en revenir à cela, est une communication partisane. C'est une communication circonstanciée. C'est en fonction des circonstances, si ça vous arrange ou pas. Et donc, vous ne conduisez pas une politique, au fond, pour les citoyens. Vous conduisez une politique pour vous-même, pour vos électeurs, vos sympathisants et votre clientèle politique. Et donc, c'est ça qui fait que souvent, d'ailleurs, il y a l'impuissance publique, ce que j'appelle l'impuissance publique. Parce qu'on est entre deux chaises. On a peur de toucher pour on a peur de toucher ces forces-là. Tout le monde les connaît. Il y a les forces confrériques, il y a les forces syndicales, il y a les forces même ethniques, si j'ose dire. Bien sûr. Et toutes ces questions-là font que quelque part, vous avez des échos qui viennent de partout. Et si vous n'arrivez pas à avoir justement cette prise de décision forte, pour dire à un moment donné, on décrète la fin de la récréation, je pense que ce qui est bien pour mon peuple, pour mon pays, pour mes concitoyens, dépasse et transcende ces questions-là. On y va, quitte à prendre son courage à deux mains, quitte même à ne pas être réélu. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, qu'il y ait des hommes politiques, en tout cas sénégalais, qui soient dans cette posture-là. Pourquoi ils ne sont pas dans ces postures, des hommes sénégalais, des hommes politiques? Mais écoutez, est-ce que... Parce que l'école des pouvoirs, là, souvent, ça sent très bien. Oui, mais moi, je considère encore une fois que c'est une question de métier, de choix. Quand on aime ce que l'on fait, on se moque, excusez-moi l'expression, d'être réélu ou de ne pas être réélu. Quand on est passionné par son pays, passionné pour son université, on accepte de mourir pour son université, on accepte de mourir pour son système médiatique, on accepte de mourir pour son pays. Mais effectivement, quand je disais tout à l'heure, la crise, elle est profonde. C'est une crise sans doute de société, mais le poisson, excusez-moi l'expression, pourrit par la tête. Absolument. Et donc, si ce sont les élites elles-mêmes qui ne sont pas prêtes à mourir pour leur pays, eh bien, ne demandons pas aux citoyens de mourir pour leur pays. Malheureusement, la question, elle est là, elle est fondamentale. Alors, on veut diriger le pays, mais on n'est pas prêt à se donner entièrement corps et âme, y compris de donner sa vie. On veut diriger ce pays, on va avoir, on va dire, l'honneur, on va dire, cette grandeur de diriger un pays aussi important, aussi grand que le Sénégal, aussi beau que le Sénégal, mais on n'est pas prêt pour lui donner sa vie. On n'est pas prêt pour lui donner son temps. On n'est pas prêt pour lui donner tous les efforts nécessaires pour le construire, y compris en ayant en contrepartie l'ingratitude des concitoyens, malheureusement. Et donc là, moi je crois que si on est dans ce type de cas de figure, on est dans une situation où on a une crise d'élite, donc on n'a pas des personnes qui sont préparées et qui sont passionnées pour porter l'ambition sénégale jusqu'au bout, y compris en ayant en contrepartie l'ingratitude. Mais pourquoi, dans ce pays, on voit aussi bien pouvoir d'opposition, on pose rarement les questions de fond, c'est des manipulations, c'est des fausses informations, selon ses propres intérêts à soi. Mais vous savez, on a posé le diagnostic de la communication gouvernementale, du pouvoir en général. Mais moi je dis tout le temps, à côté de ce diagnostic qui est quand même déplaisant de la communication gouvernementale et du pouvoir, mais posons aussi un diagnostic de la communication de l'opposition. J'avais dit dans un papier, notamment dans votre canard, l'Observateur, en parlant justement de la question qui m'était posée autour de la communication d'Idrissa Seck, j'ai dit qu'en termes de communication, l'opposition devrait passer de la phase de dénonciation
tout azimut, aussi à la phase de proposition. C'est-à-dire, on ne peut pas passer notre temps à dire ce que fait le pouvoir n'est pas bien. Mais il faut avoir des propositions alternatives. Si on parle d'éducation, si on dit qu'il y a une crise de l'éducation, et notamment dans le supérieur, il faut être capable quand même de construire un programme pour l'enseignement supérieur et dire, voilà moi ce que je propose. Mais je dis tout le temps que nos hommes politiques sont avares de propositions, à défaut de ne pas avoir de propositions. Parce que c'est confortable d'être aussi dans l'opposition. Hein. Maître Wade vous le dira. Parce qu'on dénonce à tout va. Et quelquefois, vous avez même, je veux dire, l'assentiment des médias. Parce que ça fait sensation, ça fait vendre, dans l'instant. Et les hommes politiques, justement, sont victimes de cela. Mais aussi les hommes de l'opposition. Je pense qu'une critique peut être constructive à partir du moment où il y a une proposition derrière. C'est-à-dire, on parle d'éducation, on parle de santé, on parle d'université, on parle de culture, mais il faut savoir proposer. Moi, je suis un peu victime, si vous voulez, de l'espace politique français parce que j'ai demeuré pendant un moment. Et je veux dire, les débats de fond sur des questions de la laïcité, sur des questions même de la sécurité, sur des questions de santé, mais c'est sur la base de propositions et de contre-propositions, et c'est aux citoyens d'en juger. Parce que quelque part, vous avez aussi des hommes politiques qui sont dans l'opposition, qui sont souvent des élus. Et ils peuvent faire justement de leur espace, en tant qu'élus, des espaces tests de ce type de propositions-là. Alain Juppé, ça fait 25 ans qu'il est sur Bordeaux. Et tout le monde s'accorde aujourd'hui que cette belle endormie qu'on appelait Bordeaux est aujourd'hui une métropole occidentale. Parce que tout simplement, toutes les propositions qu'il avait faites en termes d'infrastructure, en termes de santé, en termes de prise en charge des jeunes, en termes de prise en charge sociale, il les a expérimentées sur place. Et c'est pour ça, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire, s'il est capable de faire ça sur Bordeaux, à l'image du pays, il peut peut-être, je dis bien peut-être, parce que ça c'est aux Français de le déterminer, le faire. Et ce qui manque ici au Sénégal. Est-ce que justement ce manque ici au Sénégal ne fait pas qu'on joue des fois sur la naïveté des populations et même jouer sur leur pauvreté? Je suis d'accord, il y a la pauvreté, mais la pauvreté, j'ai l'habitude de dire, la précarité n'explique pas tout, parce que quand même, heureusement, comme disait l'autre, si la pauvreté expliquait tout, on aurait eu partout, on va dire, des criminels, des bandits, on aurait partout des prostituées, on aurait partout l'ensemble de tous ces acteurs qu'on considère comme étant victimes de la pauvreté. Heureusement. Ce que je perçois et je pense qui malheureusement, moi, m'inquiète beaucoup dans cette société, c'est que je crains que nous soyons arrivés à un point où même quand vous faites des propositions belles, solides et pertinentes, si vous n'accompagnez pas ces propositions, on va dire, de la petite enveloppe qui enchante les Sénégalais en la vie de tous les jours, eh bien que vous n'ayez pas des gens qui vous suivent. C'est-à-dire que vous pouvez avoir les meilleures idées, les meilleurs programmes, les meilleures propositions, mais si sur le terrain vous n'êtes pas capable de donner quelque chose, de mobiliser les populations, elles ne vont pas vous suivre. Pour vous dire que jusqu'où on en est allé loin dans l'instrumentalisation des gens. La vie en démocratie, la vie dans un état de droit, la vie citoyenne, c'est un engagement, c'est un attachement à des valeurs fortes pour organiser une société qui vive, on va dire, dans la liberté, dans la prospérité et surtout qui puisse se projeter et avoir un avenir certain à laisser à ses progénitures. Mais si cela est biaisé à l'avance, c'est-à-dire que si on pense que pour pouvoir adhérer à un programme, il faut enchanter, il faut donner de l'argent, il faut corrompre, malheureusement, on en est arrivé à un moment où vous pouvez avoir, comme il le dit, les meilleures idées du monde, mais est-ce que les populations vont vous suivre? Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors, maman? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il y a un constat heureux qu'il faut faire, c'est de se féliciter de l'entrée en jeu, dans le jeu politique plutôt, d'experts. J'aperçois M. Mamadou Lamine Diallo, c'est le cas. D'un inspecteur des impôts, même si c'est un pourfendeur du régime, comme Sonko, c'est le cas. D'un Abdoul Mbaye, quoi qu'on puisse dire, c'est un banquier, il connaît les affaires, c'est le cas. Et ce qui se passe, c'est que toutes ces personnes-là, qui ont réussi dans leur domaine respectif, qui sont experts dans leur domaine respectif, ils peuvent porter des réflexions et des programmes innovants pour ce pays parce qu'ils sont imprégnés des réalités de ce pays. Moi, je pense qu'ils doivent cheminer avec les politiciens, si je peux m'exprimer. Est-ce que ces politiciens-là, là où le bas blesse, c'est que à partir du moment où ils avancent, mais justement le champ de ces politiciens-là se réduit, se rétrécit. Et donc c'est une bataille frontale. Mais cette bataille frontale-là, ce sera aux citoyens, justement, d'en déterminer qui, justement, l'emportera
pour les destinées du pays. Et donc, c'est aux citoyens, nous aussi, de nous prendre en charge. Mais je dis toujours, les citoyens, les médias doivent aider les citoyens, justement, sur ces questions de fond, en ayant aussi des programmes sur des questions de fond que l'on pose avec des experts, avec des gens qui ont vécu cette chose, ces moments-là, qui ont vécu ces quotidiens-là et qui peuvent en parler. Le temps que nous est imparti est malheureusement terminé. Je remercie Patrice Correa, maître de conférence assimilé à l'UFR CRAC, docteur en sciences de l'information et de la communication à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Momar Thiam, docteur en communication politique, directeur du cabinet conseil en stratégie de communication, ancien consul du Sénégal à Bordeaux et ancien conseiller en communication du président Abdoulaye Wade. Au micro, Alassane Samba Diop, technique Vincent Diop. 11h sur la radio Futur Média, une synthèse de l'actualité avec El Hadj Ndiogou Diène. 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 El Hadj Ndiogou Diène.